l'invention de ces Amériques, c'est-à-dire non, c'est ici. Et à propos toujours du cyclone de l'air, les Amérindiens disaient les cyclones, ils viennent détruire ce qui n'aurait pas dû être construit. Ah. Donc ça n'est pas si l'on fait après ça. Et là, les gens qui s'occupent de biodiversité savent très bien qu'un cyclone est très utile pour les forêts. Il casse les vieux arbres, fait de l'espace pour l'énergie. Et ceux qui ont déjà vu un cyclone et surtout qui sont venus après, savent à quel point aux Antilles, il y a une vitalité de la nature après les cyclones qui est absolument extraordinaire. Et donc, nous sommes les enfants de cette ère-là. Nous sommes les enfants de ces cyclones, de ces horreurs, et de cette reconstruction immédiate, sans avoir le temps de pleurer, parce qu'il faut, quand la maison est détruite, il faut vite sécher les matelas, sécher le pain qu'on a mis sous les matelas, et préparer les couvertures. Encore une fois, comme lorsqu'il y a un naufrage sur l'île déserte, l'urgence, c'est l'essentiel, ce que deux mots CCR appellent l'élémentaire. L'élémentaire. C'est-à-dire, justement, chez nous, on a de la chance. L'élémentaire, on l'a eu avec les éléments. Donc, ensuite, l'eau. L'eau, magnifique, la plage, les cuves, formidable, l'eau chaude. Et puis, de moment à l'autre, évidemment, en liaison avec les cyclones, le raz-de-marée. Et le raz-de-marée qui, pour prendre l'exemple de la ville de Césaire, Fort-de-France, qui est presque sous la mer. Quand lui est arrivé, au moment où il est devenu maire, après la guerre, il dit, mais c'est quoi ça? C'est pas une ville. Cette ville plate, étalée, avec cette foule qui ne sait pas faire foule. Ce monde passé à côté de son cri, que l'on sent en lui propre. Ça, c'est le début du cahier de retour au pays natal. Vous voyez, le poème, la réalité, ça se touche, ça se tient très directement. Au point que nous sommes dans l'horizontalité. Et l'horizontalité, la mer adore ça, parce qu'elle entre comme elle veut, et elle détruit. J'habitais à Basse-Terre, en Guadeloupe, le chef-lieu, et il y a les digues, le port. Et puis voilà, à chaque cyclone, à chaque décennie, on rajoute le mètre de route. Et après le cyclone Hugo, j'ai vu devant l'endroit où j'habitais passer une auréa de camions, chacun portant une énorme roche, une par camion, tellement soit énorme, pour venir remonter de 7 mètres la digue de Basse-Terre. Et bien on sait qu'à un prochain violent cyclone, il faudra recommencer. Et là, on découvre quoi? Ben oui, Sisyphe, cette idée que, oui, ça n'est pas parce que c'est détruit qu'on ne va pas recommencer. Et donc, cette idée, encore une fois, de résistance au malheur, parce qu'après tout, après le malheur et après la résistance vient la jouissance, c'est-à-dire qu'on ne va pas faire des châteaux forts contre les cyclones et contre les raz-de-marée, puisqu'il y en a un ou deux par an. Et donc, imaginez un château fort aux Antilles. C'est invivable 364 jours par an, et puis c'est bien parce que le jour du cyclone, on est protégé. Ah non, ça n'est pas, c'est pas humain, justement. C'est pas humain, c'est-à-dire la nature nous a fait redécouvrir la réalité de l'humain, c'est-à-dire le calcul, ce que j'appelle calculer ses forces et faire confiance à sa fragilité. Quand on prend maintenant, qu'est-ce qui reste? La Terre. La Terre. L'île déserte, c'est pas ça, nous c'est l'île au trésor. Je parle de naufrage. Mais vous imaginez un naufrage sur l'île au trésor? Là, Dieu, c'est pas de problème. On a les fruits, on a la protection des feuilles, on a l'eau fraîche, les rivières. Un naufrage dans une île comme ça, c'est merveilleux. J'habite un paradis raté, c'est bien pire que l'enfer. Parce qu'il suffit d'imaginer qu'on empêche à celui qui vient naufrager de manger les fruits, qu'on lui interdise la jouissance de cette beauté, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire d'être dans le paradis et d'avoir une situation qui est infernale en raison de l'oppression qui est dominante. C'est pas la même chose, et ça explique énormément la poésie de Césaire, et ce que nous sommes, parce que Césaire est grand, parce qu'il est nous. Et il est grand, parce qu'il est nous au sens pas nous, entier, nous, le monde.
Et que cet élémentaire dont je viens de parler, ben c'est chaque fois qu'on nous réduit, nous, chacun d'entre nous, ce qui est l'essentiel en lui, et bien à ce moment-là, on n'est plus russe, chinois, Moyen-Âge ou XXe siècle, on est humain, avec, encore une fois, cet essentiel qu'on appelle l'élémentaire. C'est-à-dire cette dimension propre d'être dans une espèce de négociation permanente avec le malheur et le bonheur qui nous sont donnés par les quatre éléments. La vie, la mort, Eros est un intense, etc. Et donc, quand on prend cette terre magnifique et belle et interdite en même temps, alors il y a quand même le désir de manger le fruit. Il y a donc déjà une espèce d'élan vital qui porte à la résistance. C'est-à-dire, non, je suis opprimé, on m'empêche d'avoir la jouissance du monde, et le monde est à ma portée. Donc il y a une espèce de violence de cet interdit. Vous voyez, comme si on s'approche et puis on ne peut pas toucher. Et en même temps, le sentiment du possible à portée de main. L'île au trésor a permis l'enracinement. Parce qu'on savait qu'il y avait une simple chose à faire pour jouir de l'île, c'était se libérer des hommes qui opprimaient, qui empêchaient cette jouissance. Il ne s'agissait pas de partir ailleurs, parce que tout était là. Et par exemple, ce qu'on appelle le marronnage, c'est-à-dire de fuir la plantation, c'était extrêmement puni et très fortement. Pourquoi? Parce que c'était très facile. Rappelons-nous une chose, quand l'homme qui opprime veut vraiment opprimer, il essaie de se faire aider par la nature. Donc les goulags, les bagnes, on les met dans des lieux qu'on appelle inhospitaliers. Donc, par exemple, Guéridi, au fond du désert, les goulags, au fond de la Sibérie, les bagnes au fond de Saint-Laurent-du-Maroni. Ça veut dire quoi? Qu'il n'y a pas besoin de gardien? On s'échappe, on est pris. La forêt amazonienne, ça n'est pas l'île au trésor. C'est l'île de tous les dangers. Et donc, laissez-le partir. On quitte le bagne où on est là, casser les pierres, et on est plus en sécurité dans le bagne. On va vous donner un verre d'eau quand vous aurez fini, que si vous vous échappez, et le désert vous attend. On n'atteindra pas l'oasis. Quant au goulag, on sait bien que ce n'est pas la peine de sortir du froid sibérien. On va être... Autrement dit, la nature... Le miracle de l'histoire des Antilles, c'est que la nature s'est mise du côté des opprimés. Et qu'il suffit de passer la porte pour avoir l'eau fraîche, les fruits, etc. À tel point que, dans ces airs, il y a un amour des fruits libres, c'est-à-dire ceux qu'on mange sous l'arbre. Vous savez, chez nous, on mange les mangues sous l'arbre, pas à table. Les fruits qu'on mange à table, non, c'est pas le dessert. Le dessert, c'est ce que l'homme fait, donc les pâtisseries. Mais les fruits sauvages doivent être mangés dehors. Le matin, les gens coupent le coco vert et on boit l'eau de coco devant la maison. On coupe la canne à sucre et puis on mange comme ça, le sucre dégouline à l'extérieur de la maison sur la galerie. Et parce que quelque part, ces fruits ont toujours été libres. Il n'y a aucune colonisation de ces fruits. Il y a la colonisation de ce qui a été amené, culture extensive, la banane, la canne, le coton, les fruits. Jusqu'à aujourd'hui, on a du mal à en faire un commerce, par exemple, pour les vendre dans les supermarchés parisiens. Ils n'ont pas le bon calibrage, nos avocats sont trop gros, ça ne correspond pas, nos mangues ont toutes sortes de formes, c'est sauvage, c'est pur, c'est naturel, c'est libre. Et il y a quelque part là, dans la gastronomie antillaise, une espèce de dialectique de la liberté qui est à l'œuvre et qui montre à quel point il suffit que je sorte et le fruit défendu, sauf à moi si je suis libéré. Si j'arrive à me libérer, le fruit est avec moi et de mon côté. Ça explique tout simplement l'enracinement des Caribéens dans la Caraïbe, alors qu'encore une fois, tous Européens, Indiens, même les Indiens amérindiens, ils venaient du continent, hein, quand l'Europe est arrivée, Européens, Africains, tout le monde est immigré, tout le monde est arrivé, et tout le monde s'est enraciné dans, encore une fois, ces îles au trésor. Donc cette terre est fertile, mais, j'ai dit, enfer et paradis mêlés. Eh bien, à la seconde, maintenant là, voilà, on fait monter. Qu'est-ce qui se passe qui touche? C'est le tremblement de terre.
qui ne prévient pas. Je vous ai dit, les cyclones, on aura la liste bientôt. Donc on attend, on prépare, on cloue. Le séisme, il vient comme ça. Donc nous sommes des enfants d'un cataclysme qui prévient, et nous sommes des enfants d'un cataclysme qui ne prévient pas. On comprend que les gens puissent penser, mais alors, ils ne savent pas ce qu'ils sont, qui ils sont. Et donc, cette même terre fertile, c'est la pire des choses pour les humains. C'est le pire des cataclysmes, c'est le séisme. Parce que ça s'ouvre, on ne sait pas où aller. Il y a le feu, mais on va dans la direction opposée. Il y a l'eau, on essaie de fuir dans l'autre sens. Voilà. Et la mer, on avance vers les hauteurs. Voilà, on sait d'où ça vient. La terreur du cataclysme, c'est celle-là. Or, pourquoi c'est pire chez nous qu'au Sahara, par exemple? Mais parce que ce sont des continents. On peut toujours penser bien à la place. On va courir quelque part, même si c'est faux. Mais là-bas, l'île, c'est quoi? C'est une barque. Tous ces continentaux qui sont venus du Congo, d'Auvergne, de l'Inde, et qui se trouvent sur 900 km², 1600 km², c'est ce que Édouard Glissant appelle le voyage inaccompli. C'est pas fini. Les continentaux doivent arriver sur un continent. Et une des grandes différences entre la poésie de Césaire, la poésie caribéenne de manière générale, et celle du continent, Brésil, Amérique latine, Amérique du Nord, c'est qu'on n'a pas une dimension de la sûreté continentale et terrienne. Qu'on vient du fleuve Congo, on peut se sentir bien sur le Mississippi. On vient du Danube. Mais dans cette chose qui était le bateau qui transportait, puis le bateau s'arrête et vous dépose sur un bateau qu'on appelle l'île, ou comme je disais, la mer est une fatalité au bout de chaque sentier. Fuir, par exemple, ça veut dire quoi? Ben oui, fuir, c'est se noyer. Partir, c'est quoi? On ne peut pas. Et donc, c'est du provisoire. Le voyage n'est pas fini. Et ça explique extraordinairement l'identité antillaise qui est toujours à la recherche d'où on vient, vers où on va, etc. Parce que ce qui est là est périssable, puisque en plus, c'est cette extraordinaire conscience du séisme, en plus, le bateau peut couler. Mon premier séisme, on était au premier étage, en dessous il y avait un joli magasin de bonbons, on allait à chaque anniversaire acheter des limonades et des bonbons, et puis tout tremble comme ça, et donc on dit mais ça va tomber, on va tomber dans une mer de bonbons. Voilà la sensation vers 6 ans. Et puis évidemment, on va mourir dans une mer de bonbons, parce que on va se faire mal, ça va être très blessant. Et donc cette sensation de... Puis on va où? Devant, derrière, voilà. Ça, c'est le troisième élément qui nous constitue. Alors, il reste l'autre, c'est mon préféré, c'est le feu, parce que je suis de la Soufrière, enfant volcan, et nous sommes des enfants du volcan pour une raison simple. Pourquoi il y a la Martinique et la Guadeloupe, hein, sur le chemin des continents? Ben parce que les volcans ont surgi au milieu de la mer pour faire quoi? Nous offrir quelque chose comme un asile, comme quelque chose d'inattendu. Encore une fois, Colomb cherchait l'Inde. C'est sérieux, l'Inde, c'est grand, c'était sur les cartes. Puis, il s'est trompé, bien entendu. C'est ici qu'une erreur guida leur caravelle, dit le poète. Mais il aurait pu... C'est pire quand il s'est trompé, c'est que c'était trop loin, en fait. Comme vous le savez, quand Colomb a fait son voyage, il y avait le désespoir a commencé à gagner, notamment les marins. Et heureusement, un jour, on va comment ça, on voit un oiseau. Si on voit un oiseau, c'est qu'il y a une terre. Et la première terre, c'était près de la Guadeloupe, la Désirade. Donc la Lycéana, la désirée, celle qu'on attend depuis longtemps. Mais ce n'était pas l'Inde, c'était même pas encore l'Amérique, c'était un caillou tout petit qui faisait 200 km². Mais ça veut dire, ça y est, il y a quelque chose. Et puis ce caillou, qu'il appelle la Désirade, il n'y avait rien dessus, un goutte d'eau. Vous voyez, le naufrage dans l'île déserte. Et puis, mais quand même, il y a l'Espérance d'à côté qu'on a vu, l'énorme Guadeloupe, c'est toute petite chose, l'énorme Guadeloupe, et la première chose vue, c'était des énormes cascades, les chutes du Carbet, pour ceux qui connaissent, et qui se voient à des kilomètres de la mer. C'est comme un mirage. Donc,
la possibilité du Nil, comme on dit dans un roman, comme seul moyen d'avoir un essentiel qui va être le continent à suivre, c'est comme une pierre précieuse. C'est-à-dire ce que Césaire appelle le plus petit canton de l'univers est décisif pour tout l'univers. On a beau avoir l'immense côte américaine, eh bien on n'y aurait pas eu accès s'il n'y avait pas eu ces petits cailloux qui étaient là entrefaits, qui ont pu permettre de voir, d'avoir l'espérance, et ensuite de continuer le voyage vers l'Inde, à d'autres milliers et milliers de kilomètres. Et puis on est tous séparés par cette énorme chose découverte qu'on a appelée l'Amérique. Donc, le positionnement de ce feu, puisque c'est le feu qui a fait surgir les volcans, surgir les îles au milieu de la mer qui est là, on revient toujours à Césaire, pour faire de l'horizontal, pour araser, pour réduire, etc. Pour tuer, donc, autrement dit. Parce que la position verticale est la position du vivant, et l'horizontale, la soumission à la loi de la pesanteur qui nous ramène tous vers le centre mortel de la Terre. Eh bien, cette dimension-là, elle est évidemment vitale. Césaire dit, nous sommes des péléens. Nous sommes, nous les écrivains, nous sommes dans la poésie beaucoup plus que dans ce qu'on pourrait appeler le continent romanesque. C'est-à-dire que nous n'avons ni le temps, ni la place, pas l'espace, pas le temps. Et dans quel but tout ça? Qu'est-ce qu'il faut faire avec tout ça? Fabriquer un monde. Avec rien, puisque si on reprend nos 4 continents, l'Europe est arrivée avec quoi? Elle est arrivée avec donc ce désir de colonisation, ce désir de prendre les produits qu'on ramenait, et puis après s'installer et l'agriculture. Donc là, il fallait des gens pour travailler. Les premiers esclaves, ils étaient européens. Il ne faut pas qu'on oublie ça quand on parle d'Aimé Césaire. Et on comprend pourquoi il y a une dimension universelle dans tout ce qu'il dit dès le début. Ils n'ont pas tenu le coup, pour des raisons justement, notamment climatiques. Et donc l'Europe a été cherchée en Afrique, non pas du tout, comme on peut le dire aujourd'hui, des gens qu'on considérait comme inférieurs, comme bien meubles, etc. Pas du tout. Les civilisations africaines étaient considérées à l'égal des autres, et d'ailleurs elles vivaient aussi de l'esclavage, avec une richesse de certains rois et princes, du Bénin et de d'autres endroits, une admiration des cours, comme on le voit dans la cour du roi de France, devant certains cadeaux qui venaient des rois d'Afrique, et simplement le climat faisait que ces esclaves-là étaient plus solides que ceux qui venaient de France avec leurs 3 années d'engagement, et qui devaient travailler à mort, si je puis dire, pour rembourser leur voyage de Nantes, et qui ont fait qu'ils ont été décimés. Et donc, quelque part, l'Afrique qui arrive. Donc, l'Europe arrive sans son humanité. Quand on est geôlier, quand on est oppresseur, on fait semblant de ne pas passer pour un humain, qui a par exemple des sentiments, par exemple de compassion. On essaie d'être un robot, vous savez, comme un gardien de prison, il essaie d'être un robot pour ne pas avoir l'air d'être sensible à un pleur, à un cri ou à une souffrance. C'est très important ça, parce que l'Europe a tout fait pour essayer de venir sans son... Donc le militaire, le missionnaire, le soldat, le maître des terres, etc. L'Afrique est arrivée nue. C'est-à-dire que dans le voyage, qu'on appelle le middle passage, le passage du milieu, dans la cale, le but était de faire perdre la dimension humaine à ceux qu'on transportait pour qu'ils arrivent bien meubles. Je résume, je vais très vite, ça a été raté. C'est-à-dire que tout ce que je viens de dire sur l'élémentaire prouve une chose, c'est que plus vous déshabillez quelqu'un, plus il a accès à ce qui est essentiel et élémentaire chez nous. Nous connaissons ça. Le cyclone vient, imaginez, voilà, la vitre là se casse, et alors il fait un tourbillon comme ça, et puis il emmène dans la nuée voilà, une lampe, les livres, les bibelots, les éléments. Puis on revient, bon, j'ai tout perdu. Et la question est, qu'est-ce qui reste? Il reste un essentiel. Par exemple, les raisons pour lesquelles on avait ça, l'amour qu'on avait pour tel. Et cet essentiel est intact. Le rêve était intact dans le réel bouleversé.
Et au contraire, il y a une espèce de révolte, et en même temps, on peut dire, ah ben, on ne va pas recommencer. Mais il va falloir revivre, il va falloir repeindre, il va falloir repeindre autre chose. Et l'essentiel qui est là, ben, c'est le désir. Le même désir qui a rempli la maison, le même désir est là pour la faire renaître. Donc vous emmenez quelqu'un disant, je t'interdis d'avoir tes cousins, d'avoir tes proches, d'avoir ta langue, d'avoir ta religion, de te souvenir de ton village, et alors il dit, je suis sûr d'avoir un bel objet qui va obéir comme un animal. C'est totalement faux. C'est dans l'île déserte que l'on révèle sa puissance. C'est un mythe, c'est un récit qui est dans toute l'humanité, et pour l'Europe, c'est Robinson. Robinson aurait dû mourir. Et non. C'est parce qu'il n'y a rien qu'il y a une espèce d'énergie du désespoir, comme on dit, qui est une erreur, c'est l'énergie de l'espérance, au contraire, et qui dit, bon voilà, avec les débris, il va falloir que je reconstruise, avec des bouts de ficelle, avec tous les morceaux bas, te bâtir. Poème de Louis Césaire. Te bâtir. Nous, on sait qu'on n'a rien. Ah oui, il n'y a pas d'ancêtre, il n'y a pas d'histoire, il y a ceci, il y a eu la déportation. Oui, oui, très bien, très bien. Oui, maintenant, tu fais quoi? Et cette philosophie est profondément ancrée dans l'œuvre de Césaire, qui est donc une œuvre d'espérance puissante, même dans les derniers poèmes, au moment de vraiment sa vieillesse à 94-95 ans. Il y en a un que je vous ai porté en cadeau, qui est un poème inédit. Je l'ai photocopié pour vous le donner. Et qui commence comme ça, qui dit source tarie, mare desséchée, abrité derrière mon rideau de fougère, j'affronte le passage. 1993. Et puis il a barré sur le manuscrit. Il a changé la vie. Source jamais tarie, mare non desséchée, abrité derrière mon rideau de fougère, j'affronte le passage. Et nous avons le manuscrit avec, parce qu'il reprenait une feuille à chaque fois, il réécrivait tout. On a les deux versions avant, un petit moment de, voilà, les sources taries, mare desséchée. Non, j'affronte. Pour avoir l'essentiel, qui est le dernier mot, l'espérance. Et donc, ce feu, c'est le feu agréable donc, de la chaleur du soleil, c'est le feu du volcan qui, comme je le dis, a fabriqué l'île. Grâce au volcan, grâce aux îles, grâce à la Caraïbe, on a l'Amérique derrière. Mais c'est aussi évidemment le feu destructeur. Et quelle destruction que celle des parents d'Aimé Césaire, qui ont vu l'éruption de la montagne Pelée en 1902. 1902, la capitale française d'Amérique, parce qu'on a oublié ça. On a oublié que c'était aussi important au XVIIIe siècle que New York, que c'était du même niveau que la Nouvelle-Orléans, Saint-Pierre, capitale fière de l'Europe, de la France en Amérique, puisqu'on avait vendu New Orleans. 35 000 habitants, c'est énorme en 1902, 35 000 habitants. Et en 20 secondes, le volcan choisit de taper la capitale à la tête, de détruire la ville, le monde, la fierté, cette espèce de défi de l'Europe à ce monde d'Amérique. Saint-Pierre construit dans la pierre, comme disaient les gouverneurs, il faut construire à toujours. C'était la formule contre les cyclones. Et on va montrer aux cyclones de l'année prochaine qu'il ne nous aura pas. On va encore grossir, un peu comme ces digues, on rajoute des pierres. On est là en combat. Non, 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 non. Le volcan dit, ah oui, vous avez une capitale de pierre. Eh bien, vous allez voir quel feu je peux mettre en 20 secondes pour détruire, non pas le bois qui brûle facilement, mais même détruire la pierre. Et c'est ce cataclysme de Saint-Pierre qui est dans la mémoire de la Caraïbe, comme c'était d'ailleurs dans le monde entier. On a oublié ça nous, mais jusqu'au profond du village chinois, tout le monde a su qu'il y avait eu une chose qui s'appelait Martinique et dans laquelle il y avait eu ce cataclysme aussi grand que ce tremblement de terre de Lisbonne qui a presque changé la philosophie du XVIIIe siècle. Eh bien, ce feu est aussi destructeur. Césaire n'avait qu'une joie dans ces moments de la retraite, où il venait tous les jours dans le bureau qui est là, il s'habillait tous les jours, jusqu'à la semaine d'avant sa mort, où on l'a amené directement à l'hôpital. Et l'après-midi, il fallait partir avec le chauffeur et un ami ou quelqu'un en promenade. Et il y avait 3 endroits préférés. C'était
les hauteurs de Fort-de-France, c'est un peu comme les 7 collines de Rome. Il y a les 7 collines de Fort-de-France. Et puis regardez, nous avons fait du vertical. Parce que je parle aussi de l'homme politique, de l'homme qui était maire de Fort-de-France, de l'homme qui était pendant plus de 50 ans, non pas un poète dans sa tour d'ivoire en train d'écrire le ciselé des beaux textes, mais qui était tous les jours, je dis bien tous les jours, il était à Fort-de-France, sur les chantiers. Et ce n'est pas un hasard s'il a choisi comme héritier l'urbaniste, le jeune urbaniste de la ville. Donc il faut faire du vertical contre cette horizontalité qui est toujours là, raz-de-marée, cyclone, séisme, prête à ramener à l'horizontalité mortifère, cette ville plate étalée. Alors que le but, c'est de dire, c'est tout le mouvement du cahier de retour au pays natal, son premier poème, nous sommes debout. Debout et libres. Debout sous le soleil, debout dans la montagne, plus inattendument debout, debout à la barre, debout à la boussole, debout et libre. C'est le final du cahier de retour. Comment on commence par cette ville plate étalée, cette foule qui ne s'est pas fait faire foule, et on en arrive à mais si, nous sommes bien là, nous existons. Il faut un modèle. C'est le modèle de la nature, c'est le modèle de l'arbre. Et Césaire demandait au chauffeur, on s'arrête sous mon fromager. Le fromager, c'est un énorme arbre. Et ce fromager, que tout le monde connaît en Martinique, le fromager de Césaire, il a une particularité, il a quasiment été détruit par la catastrophe de la montagne Pelée. Brûlé comme le reste. Un peu plus à l'écart, donc, on va dire, aux 3/4 brûlé. Eh bien, il a repoussé. Il a tellement repoussé qu'il est énorme et que ses feuillages traversent la route pour faire comme un petit tunnel. Et Césaire faisait toujours arrêter la voiture, dans ce livre d'anthologie de ces poèmes que j'ai coordonné, j'ai voulu finir par cette image, vous voyez. Un arbre brûlé par la catastrophe de la montagne Pelée, et voilà ce qu'il est aujourd'hui. Et ça, c'est la route. Et ici, il y a une voiture, c'est la voiture d'Aimé Césaire. On s'arrêtait 10 minutes, un quart d'heure, sous l'ombre du fromager. On prend des forces. Vous voyez? On prend des forces. L'arbre qui a lutté, réussi à lutter contre le feu grâce à l'addition, encore une fois, des éléments qui ont permis cette création. Et voilà, nous sommes... Alors une fois, je lui demandais, mais qu'est-ce que vous voudriez être si vous n'étiez pas humain? Ah ben un arbre, bien sûr. Ah ben un arbre. Ah, ben, il y a des racines d'abord, même si on ne les voit pas, elles sont là. Ah, voilà la réponse à tous ceux qui disaient, mais vous êtes aliénés, vous ne savez pas vos racines africaines, vous ne savez pas d'où vous venez, on a enlevé vos noms, et alors, tout être a des racines. Celui qui naît sous X, il a un père et une mère. Il peut ne jamais les connaître, mais il a un père. Donc il remonte comme les autres à très très loin. Simplement, il ne le sait pas, il peut même croire qu'il est le premier. Donc les racines. Et puis le motif du tronc, comprenez le tronc, la verticalité. Et oui, la verticalité. Et puis quand même, le foisonnement, c'est lui qui parle, hein, et puis vous voyez, le foisonnement quand même. Les fleurs, les fruits, quoi de plus fragile qu'une fleur? C'est pour rien une fleur, c'est gratuit, et pourtant c'est elle qui a la naissance du fruit. Et puis le fruit, qui est le résultat, vous voyez, il y a une autre photo comme ça, où on voit Césaire, je vais essayer de la retrouver, qui montre avec un grand sourire des calebasses. Des calebasses qui sont ce fruit posé, dans les promenades qu'il faisait toujours, s'arrêtait pour admirer, regarder, vous montrer comment cette nature est toujours là dans une espèce de vivacité. Et dans un de ses derniers poèmes, il parle de ces fruits en disant « Et les calebasses douces au creux des mains d'offrande ». Motif rond, motif maternel, motif de vie, à l'intérieur de ce ventre, il y a de la vie. Et voilà, il montre ça. Il n'est pas question de livrer le monde aux assassins d'aube, la vie-mort, la mort-vie, les souffleteurs de crépuscule, les routes pendent à leur cou d'écorcheurs comme des chaussures trop neuves. Il ne peut s'agir de déroute. Seuls les panneaux ont été de nuit escamotés. Pour le reste, des chevaux qui n'ont laissé sur le sol que leurs empreintes furieuses, des mufles braqués de sang lapé, le dégainement des couteaux de justice et des cornes inspirées. Des oiseaux vampires tout bec allumé se jouant les apparences,
mais aussi des saints qui allaitent les rivières. Et des calebasses douces au creux des mains d'offrande, une nouvelle bonté ne cesse de croître à l'horizon. Voilà ce qu'il écrit à 92 ans. Et grâce à qui? Grâce à cette île, grâce à ce monde, grâce à cet exemple toujours du feu, de l'eau, de l'air, de la terre, qui ont une dimension d'enfer, un jour, une seconde, une année, etc., et qui en même temps sont à la source de toute vitalité humaine, à condition, encore une fois, qu'on calcule ses forces et qu'on fasse confiance à sa fragilité, c'est-à-dire qu'on accepte une dimension de présence dans la nature, de présence dans le monde et de présence humaine. Avec ça, il faut fabriquer un poète, fabriquer un Aimé Césaire. Mais il y a, j'ai commis une erreur tout à l'heure en disant l'Europe est venue sans son humanité, a voulu venir sans son humanité. Mais l'humain qui est en nous-mêmes dans le bourreau, il est toujours prêt à surgir derrière. Si le bourreau ne fait pas attention, il risque de redevenir humain. En particulier, s'il fait un certain nombre de choses, comme par exemple chanter. On n'a jamais vu un gardien chanter devant les prisonniers. Par contre, on n'a jamais vu, non plus, on n'a jamais vu un gardien danser devant les prisonniers. Parce que il est humain, mais il est fragile. Vous vous souvenez de ces films qu'on voit un peu sur les guerres, où, par exemple, pendant les camps, comme la grande évasion, par exemple, où tout le travail des prisonniers consiste à trouver quel va être le gardien dont on va saisir l'humanité pour qu'il devienne un complice. Et oui, parce que le gardien doit avoir son uniforme, il y a un homme derrière avec un cœur qui bat. Il faut qu'on le trouve parce qu'on est prisonnier. Il faut qu'on trouve l'aide pour se libérer. Le gardien va nous aider à nous libérer. Théoriquement, non. Bien, l'histoire de la créolisation, c'est exactement celle-là. Parce que quand je dis que l'île, la mer est une fatalité au bout de chaque sentier, s'échapper, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut fabriquer la liberté à l'intérieur de l'île. Fabriquer la liberté à l'intérieur de la prison. Ça veut donc dire qu'il faut que le prisonnier devienne l'égal du gardien. Ça veut dire qu'il faut que le gardien devienne humain. Et que le travail du prisonnier de dire au gardien, tu es un humain comme moi, tu es aussi fragile que moi. Je suis aussi fort que toi. C'est le prisonnier qui prend en charge le travail d'égalité. C'est l'opprimé qui prend en charge le travail de fabriquer un humain avec l'oppresseur. Et quand il prend ce que Césaire appelle les armes miraculeuses, mais c'est quoi les armes miraculeuses? C'est toutes les armes qui ne sont pas du côté de la mort, donc la mitraillette, le sabre, lui tuer, le mettre. C'est le centre d'une des pièces d'Aimé Césaire. Ce sont les armes qui sont du côté du vivant. C'est-à-dire, ça s'appelle la culture. Ça peut paraître bizarre comme ça, la culture, oui, donc la danse, la poésie, le chant vont être des armes miraculeuses. C'est le titre du premier recueil de poésie d'Aimé Césaire après qu'elle le retour au pays natal, pour permettre de libérer la prison avec tout le monde dedans. Tout le monde reste. Le maître et l'esclave, l'opprimé et l'oppresseur. Il ne s'agit pas dans l'histoire de nos mondes de se séparer, il s'agit d'additionner. Pas de soustraire, pas de se soustraire, mais d'additionner. Et là, l'insularité est déterminante pour comprendre le sens de notre poésie, le sens du travail d'Aimé Césaire. Moi, j'étais en Guyane donc, il y a 2 jours, c'est immense. Alors vous êtes prisonnier, qu'est-ce que vous pensez tout de suite? Vous avez vu l'immensité, on s'en va. On part. On part où? Enfin, on part le plus loin possible. Pour que les chiens n'aient pas le temps d'arriver et qu'à un moment, les poursuivants arrêtent en disant ben non, c'est trop loin. On ne va pas poursuivre quelqu'un dans le Sahara, on ne va pas poursuivre quelqu'un dans la forêt amazonienne. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait les prisonniers? Ils sont partis. Et ils ont fondé quoi? Ce qu'ils étaient, c'est-à-dire des tribus africaines. Hier, enfin samedi, j'étais dans une tribu africaine de Guyane, puisque quand on se libère, on n'a pas perdu grand-chose. On retrouve l'arbre, on retrouve les dieux, on n'a pas perdu grand-chose. On retrouve même la manière dont on jouait de la musique.
on s'en va tout de suite. Et donc, vous avez, en plein milieu de l'Amazonie, vous avez des tribus africaines, les Goni, les Saramacas. Ce sont qui? C'est ce qu'on appelle les nègres marrons. Et bien, vous n'avez pas ça chez nous. Mais pourquoi? Mais parce que, encore une fois, c'est pas loin. Donc, comme disait, les chiens rattrapent. Et donc, il faut revenir. Et comme vous le savez, quand on lit Voltaire ou Montesquieu ou les autres, le code noir dit, voilà, on coupe un doigt si on parle une fois, une main si on parle deux fois, une jambe si on parle trois fois. Parce que tout est privilégié. On sait que c'est un jeu, c'est très important, c'est un jeu d'aller et venir. Et on va gagner que si on arrive à humaniser celui qui est l'oppresseur, c'est-à-dire à vaincre le code noir par la résistance, et non pas par la fuite, non pas par le marronnage. Ça s'appelle la créolisation. Nous avons fondé des mondes en additionnant des choses amenées par l'opprimé, par l'oppresseur, par l'Europe, par l'Afrique, par l'Amérique, sans se dire à aucun moment, mais ça, c'est pas à moi. Et le meilleur exemple, c'est que la chose essentielle, savez-vous, qui a été prise, eh bien, c'est la culture européenne. Pourquoi? Parce que le maître, lui, avait tous ses droits et toute sa liberté d'amener Mozart, d'amener des beaux tableaux, d'amener des architectures d'une grande finesse des maisons créoles. Il pouvait même démonter, c'était des gens richissimes, démonter une magnifique demeure de France ou d'ailleurs, et puis la transporter par bateau là-bas et la remonter pour avoir sous les yeux son architecture. Le monde créole est d'une infinie délicatesse architecturale. C'est de la dentelle. Je répète, dans ce monde, il y a des sévices, des cyclones, des ralmards. Eh bien oui, parce que on aime la beauté. Et donc, il va falloir adapter. Et l'esclave, il voit ça. Il voit la bibliothèque. Il entend, ce sont des images, des gravures de l'époque, il entend les enfants du maître, les jeunes en train de jouer de la musique. Il y a une fille au clavecin, il y a une autre, il y a une partition qui chante, il y a deux garçons au violon. Et sur la gravure, il y a une partie à l'extérieur un peu, sur ce qu'on appelle la galerie, donc interdite aux esclaves, sauf ceux qui sont de la maison. Et on voit un esclave pieds nus, et qui est comme ça, avec son oreille, qui écoute la musique dans ce lieu interdit. Qu'est-ce qu'il fait? Voilà. Il est en train de prendre l'arme miraculeuse de cette musique pour pouvoir ensuite se libérer. Ça paraît extraordinaire, c'est tout à fait banal. Quand on n'a pas d'arme, on prend l'arme qu'on peut. Et cette arme-là puissante qui montre le maître dans une situation humaine, eh bien cette musique, Mozart, va passer du côté des opprimés. La religion catholique, avec les missionnaires, et on baptise les esclaves pour qu'ils deviennent soumis, donc tu seras bien au paradis, donc ici c'est mal, c'est pas grave, heureux les opprimés, ils seront heureux, c'est l'inverse, donc c'est bon, il faut que j'accepte mon sort. Grave erreur, l'esclave a pris dans la religion tout ce qui était résistance, et nous sortons de la période de Noël, pendant tous les avants aux Antilles, ceux qui connaissent savent qu'on chante ce qu'on appelle les chantés de Noël, avec les petits recueils, on se réunit, et puis pendant toute la période des avants, on chante, et qu'est-ce que ça dit? Jésus-Christ né jeudi pour soulager nos peines et libérer nos chaînes. Jésus-Christ est né aujourd'hui pour soulager nos peines et libérer nos chaînes. Voilà que Jésus-Christ passe du côté des opprimés, alors qu'on les a baptisés pour qu'ils deviennent soumis au Dieu maître auquel ils vont obéir. On voit ça dans les contes, on voit ça dans les textes des Césaire. Le maître Dieu qui est évidemment combattu à l'intérieur même de la religion par Jésus-Christ, qui est lui le malheureux et le pauvre et l'humain, qui est forcément donc de l'autre côté. Et on a inventé la chanson « Jésus-Christ était pour libérer nos chaînes et soulager nos peines », ce qui paraît totalement logique quand on regarde l'histoire vraie de ces religions et le sort de Jésus au moment où il vivait. Et donc, vous voyez comment il y a un renversement. La créolisation, c'est prendre et renverser dans un sens du vivant quelque chose qui est fait pour tuer, pour opprimer. Alors, si je prends l'exemple de la langue. Ah, alors voilà. Caraïbes, créole, non, créole, français, anglais, espagnol.
français, anglais, espagnol, les trois grandes langues du monde de colonisation et d'impérialisme. Et nous avons dans la Caraïbe fabriqué de la liberté avec ces langues à l'intérieur, à condition de libérer la langue. Et libérer la langue, il y a une seule façon, c'est de la faire poésie, c'est de la faire conte, c'est de détruire, de casser, de briser la loi de la syntaxe, la loi des vocabulaires précis, la loi des dictionnaires pour instiller de la liberté à l'intérieur de ce qui était fait pour opprimer. Je vous interdis de parler votre langue à partir de la seconde qui est là. Silence. Et oui, surtout s'il y a Wolof, Congo, Sérère, Yoruba, Igbo, parce qu'en plus, on mélangeait. Donc c'est même pas la peine d'interdire, puisque chacun des cinq là, ne comprend pas la langue de l'autre. Donc le mec peut s'en aller en disant, c'est bon, ils ne se comprennent pas. Le premier acte des cinq avec leurs cinq langues, c'est évidemment d'en arriver à l'élémentaire des langues, et le soir même, ils ont des moyens de compréhension et de se dire les choses. Et, par exemple, on invente une langue nouvelle qui va être le créole. Le créole, scientifiquement, aujourd'hui, là, ce soir, personne ne sait exactement d'où il vient, comment il a été créé. Or, c'est la dernière langue au monde qui est surgie. On a des choses très, très, très savantes sur des langues indo-européennes ou d'origine, puis il y a quelques-unes comme ça, on est un peu dans le doute, comme le basque, comme le créole, qui s'est fait sous nos yeux. Il y a 3 siècles, le créole. Et on ne sait pas comment il s'est fait. Vous voyez? Et pire, ça n'est pas une langue de résistance des esclaves entre eux pour que le maître ne comprenne pas. C'est pratiquement, je crois, une des seules langues au monde qui a été inventée conjointement par le maître et l'esclave. Autrement dit, le maître parle le créole dans la plantation. Et ça, c'est très important pour dire pourquoi ces élèves français. Parce que souvent, on a tendance à dire le créole, c'est à vous l'avez inventé, ben, alors c'est votre identité. Le français, ah ben c'est à nous. On entend ça beaucoup. Et donc, M. Césaire, pourquoi pour expliquer cette âme martiniquaine, vous le faites en français? Le français, c'est à vous. Qu'est-ce qu'il y a à moi? C'est tout ce que j'ai conquis. Qu'est-ce qu'il y a à moi? C'est tout ce qu'on m'a interdit et que j'ai conquis contre le gré de ceux qui m'interdisaient. Mais le français est interdit. La langue de la plantation, c'était le créole. La langue du fouet, c'était le créole. Le maître parle le créole aussi parfait. Il a inventé ensemble. Si on s'intéresse des mots sur le fait que le créole est une invention française et non pas anglaise ou espagnole, et vous constatez en effet que le seul endroit de bilinguisme parfait, ce sont les endroits de colonisation française. Vous voyez, en Amérique, les îles anglaises parlent l'anglais, les îles espagnoles parlent l'espagnol, et aux Antilles, vous avez créole et français complètement égalité, de même qu'en Louisiane, des endroits où sont passés les Français. Lorsque cet esclave écoute cette musique, il est dans une joie. Il n'est pas dans une contestation, disons c'est une musique étrangère, c'est la musique des Blancs, c'est la musique d'Europe, non, c'est la musique. Et ça, c'est le miracle qui peut s'expliquer par, je ne sais pas, 2 phrases très simples. Hein. C'est Jean-Paul Sartre, hein, j'ai lu ça quand j'étais en classe de philo. Qu'est-ce que la littérature? Avec 3 chapitres, qu'est-ce qu'écrire, pourquoi écrire, pour qui écrit-on? Alors quand on n'est pas en son bac, on dit, oh là là, c'est génial, on va avoir la réponse comme ça, à ça. Et donc c'est un livre qui m'avait beaucoup plu. Et puis il y a une page, je me souviens très bien, une page gauche, où je trouve cette phrase, l'important n'est pas ce qu'on a fait de nous, mais ce que nous faisons de ce qu'on a fait de nous. Je me souviens, là, j'avais 17 ans, là, je me suis dit, oh mais ça y est, c'est les Antilles, ça. Vous voyez? J'ai compris tout ce discours qu'on va nous donner sur la libération, en disant vous ne savez pas d'où vous venez, vous êtes un mélange, vous êtes bâtard, vous avez tout, vous êtes un peu l'Europe. Votre plat national, c'est le colombo de poulet, c'est le curry, comme on dit, ça vient de l'Inde. Et puis vous êtes une couleur, vous venez d'Afrique. Et puis ce qui a forgé le pays, c'est l'Europe. Donc vous êtes aliéné. C'était le mot, aliéné. Mais c'est pas vrai. Vous voyez, on a forgé. Et là encore, on se dit, mais attendez, oula, pourquoi c'est universel, Césaire? Parce que c'est rien d'autre que ce qui se passe dans le monde entier. Avant lui, Montaigne avait déjà dit ça, l'abeille fait du miel. Il n'y a pas de quoi être fier quand on est la fleur en disant c'est mon pollen, en disant sans moi tu peux rien faire. Parce que la fleur ne peut pas faire de miel. Et c'est le fondement de toute la philosophie des humains. On dit, mais ça fait le miel. J'ai besoin du pollen.
je le prends, mais il faut que je fasse quelque chose. Et c'est le mien. A-t-on jamais vu l'idée que l'abeille est aliénée par la fleur? Que la fleur peut dire sans moi tu n'existerais pas? Non, non. Et donc, quelque part, c'est ça l'humain. Sauf que c'est vrai que dans la philosophie européenne depuis 3 siècles, il y avait cette idée d'identité close, d'identité fermée, d'une seule langue, une seule religion, une seule frontière. Il faut fabriquer du un, du même, hein, comme disait quelqu'un, du même. Et donc, l'autre, c'est dangereux, ou c'est ailleurs, ou c'est étranger, ou c'est barbare. Mais ce que montre la poésie de Césaire, la réalité de Césaire, et tout simplement l'histoire de cette Amérique, c'est que jamais l'homme ne fabrique du un. L'homme fabrique de l'autre, il fabrique du différent, il fabrique non pas de l'autre, de l'étranger, mais la chose la plus difficile à cerner, et qu'on appelle le proche. C'est-à-dire qu'il se rend compte qu'il est, lorsqu'il écoute cette musique, il est charmé par cette musique, mais il est quoi? Il est un esclave venu d'Afrique. Qu'est-ce que c'est que Mozart? Eh bien si, c'est une musique qui est là et qui vient. Et lui, il a ses tambours dans la rue Cazenègre. Et alors c'est une chose importante, la rue Cazenègre, elle est juste à côté. Autrement dit, pour eux, à tous les souffles du monde. Première page du cahier de l'Utopie natale. Pour eux, à tous les souffles du monde. Vous savez que dans les villages, et ici, le château fort et le village, c'était drôlement séparé. À l'intérieur du château fort, sauf ceux qui entraient pour travailler, ne savaient pas ce qui s'y passait. Et quand le troubadour chantait, quand on dansait, eh bien, on ne voyait pas. Et puis ceux du village, ils avaient leur danse, leur musique dans le village. Cette séparation entre le populaire et le savant, entre les puissants, les musiques des puissants, l'art des puissants, la peinture, etc., et le populaire, elle était radicale dans cette forme. Mais là où elle a été éradiquée, eh c'est tout simplement en Amérique et dans la Caraïbe. Parce que quand ces petits groupes de jeunes sont en train de jouer du clavecin, du violon, ça s'entend par la fenêtre, puisque comme vous le savez, ce n'était pas des fenêtres fermées. Toute la Caraïbe est fondée sur un modèle, je mets le modèle de la persienne. C'est-à-dire, voilà, comme il fait chaud ou il ne fait pas chaud. Alors nous, on fait passer l'air, comme on dit. Puis il y a le soleil et il n'y a plus le soleil. Bien, on met comme ça et on fabrique, on dose la lumière. Et pendant ce temps, qu'est-ce qui passe? C'est l'air, c'est-à-dire la musique, c'est-à-dire les autres. Et de même, quand les tambours jouent dans la rue Cazenègre, qui est à 300 mètres, ça pénètre chez les maîtres. Au point que parfois, ils disaient, on interdit. Ça, c'était le monde anglo-saxon beaucoup plus, qui a interdit la danse et la musique. C'est très important pour comprendre ce monde particulier. Parce que la vitalité, comme je le dis, comme elle passe par là, il y a eu quelque chose, il y a une tentative d'enfermement qui avait presque réussi, qui fait que, comme quand vous regardez ce qu'on a comme musique sur le continent, eh bien, ce sont des musiques qui ne se dansent pas. Le gospel, le negro spirituals, et puis le jazz ensuite, sont des musiques qui ont coupé le lien direct avec la danse. Il n'y a aucune île des Antilles, de la Caraïbe, où il y a des musiques qui ne sont pas à la fois dansées. Et ça veut dire beaucoup, parce que c'est le contact avec l'humain qui est là, la terre, dans ces mouvements, cette dimension africaine qui a persisté dans ce rapport à la terre, et qui a pu synthétiser de nouvelles musiques à partir de quoi, je disais, l'essentiel a été fait par la culture européenne, à condition de la libérer. Pas ce qu'on a fait de nous, mais ce que nous faisons de ce qu'on a fait de nous. Donc ce violon, ce clavecin, cette contrebasse, ce violoncelle, eh bien, il va falloir les libérer. C'est-à-dire jouer avec. Alors ça s'est facilité par une chose, après tout, puisqu'il y a l'esclavage, on peut faire l'esclavage pour tout, il y avait des femmes qui étaient professeurs de latin grec. Il y avait à la Nouvelle-Orléans ce qu'on appelle les écoles d'esclaves de première classe. Un peu comme chez Molière, hein, Dorine, c'est elle l'intendante, c'est elle qui gère la maison, c'est pas la femme du bourgeois gentilhomme. C'est elle qui dit les choses importantes, c'est elle qui prend le parti des enfants quand le papa est trop un peu fou, qu'il soit bourgeois ou qu'il soit en gros. C'est elle. Ce monde-là qu'on connaît donc aussi, et qui est le monde où ça se relie. Hein, la servante, la gouvernante, elle est dans la maison, et elle parle directement au maître, elle n'est pas dans les cuisines. Eh bien, c'est ça la Caraïbe, c'est ça la création de ces mondes créoles. Vous voyez? Parce que le maître a demandé aux esclaves de jouer pour lui. Et oui. Et ça va aussi. Vous avez une belle voix, on dit, oh ben voilà,
Tu vas venir dans la maison et tu seras la meilleure cantatrice de la ville. Et puis quand je ferai mon grand bal, vous savez, oh là, j'ai une négresse qui a une voix, vous allez voir ça. Le résultat, c'est que la musique classique, aucun d'entre nous n'est étonné d'entendre parler de cantatrices noires. J'ai sinon, Barbarin, oui, c'est normal, il y en a beaucoup. Mais elles sont toutes d'Amérique. Il n'y en a pas d'Afrique. Ce n'est pas une question de voix, c'est la même origine. C'est une question de tradition ancestrale. Ça fait 3 siècles qu'on prend les meilleures voix de femmes et d'hommes. On dit, toi, hop, tu arrêtes la plantation, tu vas venir de la maison. L'excellence culturelle de l'Europe a été portée par ceux qui étaient les esclaves africains. J'ai le meilleur violoniste de la plantation. Alors, il y a quand même un problème, c'est que je parlais d'aliénation au début. Là, on est directement dans Aimé Césaire, hein, malgré les apparences suggérées de ne pas parler de lui. Il y a quand même un problème, on dit, je suis violoniste, je joue très bien, et le maître est très content. Est-ce que je ne trahis pas mes frères? Et donc, il faut que je fasse quelque chose pour leur montrer que je libère. Donc, quand le bal est fini, bal fini, violon en sac. Bal fini, le violon dans les sacs. Et non, je prends le violon et je vais dans la rue Cazeneuve et on va voir ce qu'on va faire avec ceux qui ont les tambours. C'est-à-dire que je mets du nouveau, de la liberté, dans la partition. La partition de Mozart, c'est la prison. Je joue très bien, le maître applaudit. Je suis aliéné. Peut-être plus aliéné encore que celui qui est là coupé de la canne et puis qui le soir pour son tambour, le maître ne le connaît même pas. Vous voyez? Et donc il faut que je fasse quelque chose. Et donc nous avons inventé, nos ancêtres, l'improvisation. C'est-à-dire que face à la partition, je vais faire autre chose que la partition. Je vais libérer la partition de la loi de sa, de sa prison. Jouez bien. Attends, ici c'est pas ça. Ah non, mais non, ça c'est pas comme ça. C'est trop rapide. Le chef d'orchestre. Attention, c'est pas ça qui est écrit. Et toute l'Amérique va désobéir à la partition. Et toutes les musiques que vous connaissez, cha-cha-cha, rumba, biggie, polka, mazurka, quadrille, ce sont des musiques européennes, d'Europe centrale, que la France qui faisait les commissions, y compris en philosophie ou ailleurs, c'est elle qui apportait ces musiques-là vers l'Amérique, créole, puisqu'encore une fois, le colonisateur français n'empêchait pas la danse et le chant, alors que l'anglo-saxon n'a laissé que les chants religieux. Et on va porter tout ça vers l'Amérique. Et en plus, alors l'esclave découvre un truc extraordinaire. C'est que ça se marie bien. S'il s'agit de libérer, l'improvisation est un acte libérateur. C'est pas évident. Puisqu'on dit, mais tu es libre, tu joues tellement bien que tu n'as même pas besoin de regarder la partition, tu as tout appris. C'est un grand interprète. Il joue même sans la partition. C'est-à-dire, c'est le plus grand prisonnier de la partition. Il n'a même pas besoin qu'elle soit là à lui rappeler. Et encore une fois, ça c'est la deuxième page de Sartre qui m'a expliqué ça. Il dit d'une page plus loin, à propos du fait que tout ça c'est libérateur. Parce qu'on n'est pas obligé de croire quand on dit c'est par la culture qu'on se libère. Il a dit le livre ne sert pas ma liberté, il la requiert. Et là aussi, je me souviens, il dit le livre ne sert pas ma liberté, il la requiert. Ah oui, ça veut dire que pour lire, il faut être libre. Pour jouer du violon, il faut être libre. Autrement dit, en plein esclavage, l'acte le plus libérateur, c'était l'acte artistique et culturel. Manger, c'est pas ce qu'il faut, sinon on meurt de faim. Mais ce supplément-là, ce trop, jouer avec le violon, parce que le maître demandait, puis ensuite, improviser avec le tambour quelque chose qui n'existe pas, ça demande qu'on soit plus libre encore que dans le respect de la tradition, de la partition, ou de la tradition. Autrement dit, on est dans un gouffre, parce qu'on est tout seul. Ça ne s'est jamais fait avant. On invente, et c'est tout le drame des musiques d'Amérique, qui sont des musiques qui ne sont pas basées sur une tradition précédente, mais sur
la réforme, la relecture permanente de la tradition. Chez nous, tradition, ça veut dire changer de tradition. Alors quand notre jeune Césaire arrive à l'école, il est brillant, il est fort, il est bon en français, il est bon en histoire, il est le bon petit aliéné de l'époque. Sauf que lui, il a vécu là-haut, à la campagne, un petit peu, il a vu, ben oui, je vous parlais des tempêtes. Il dit, donnez-moi la force de cette fière pirogue. Quand on voit là, dans son petit village, il y a une plage qui est grande comme ça, et des falaises qui sont comme ça, et quand les bateaux arrivent, évidemment, la vague fonce vers les falaises, il faut calculer juste le moment où il y a une vire comme ça, et la vague emmène le bateau, la pirogue, directement sur le petit village. Si on rate, on est mort. Et c'est tous les jours comme ça que les pêcheurs rentrent. Et ce petit Césaire, il regarde ça comme ça. Vous voyez ? Cette liberté qui consiste non pas à dire qu'il n'y a pas l'horreur, qu'il n'y a pas l'oppression, la falaise est là, mais qu'il y a dans la délicatesse, dans le suivi de juste ce moment où ça tourne, la confiance et en même temps le salut vers cela. Eh bien, le livre ne sert pas à ma liberté de la requiert. Le petit Césaire qui fait des poèmes comme il faut. Et quelque chose, c'est ce que ça voulait dire. Ça voulait dire que la génération d'avant lui, donc des années 20, était totalement dans une espèce d'aliénation bourgeoise des Antilles. Je disais Saint-Pierre, il ne faut pas oublier, c'était Paris. C'était Paris en Amérique, Saint-Pierre, avec une grande fierté. L'opéra s'arrêtait sur le chemin de New York. La comédie française s'arrêtait. On était comme à Paris, on était un peu bronzés, mais bon, c'est pas grave. Et les poètes parnassiens, qui militaient les parnassiens dans toute la fin du 19e siècle aux Antilles, ils avaient une idée en tête, il ne faut pas qu'on voit qu'on soit noir dans le poème. C'était pas très difficile, puisqu'il y avait eu justement dans toute la littérature française au 19e siècle l'amour de ce qu'on appelait l'exotisme. L'autre est permanent dans ce 19e siècle. Le Parnasse, c'est quoi? Le Parnasse, c'est des gens qui s'appellent Hérédia, qui sont de Bonville, qui viennent de la Réunion, qui viennent de Cuba, et puis qui sont là, qui sont présents, qui ont amené un certain nombre d'images. Ça vient d'où? Ben, ça venait de cet ailleurs qui était là. Et puis on continue, on a Baudelaire. Ah oui, Baudelaire, c'est l'invitation au voyage. Et puis après, on a Rimbaud. Rimbaud, il part, il arrête, non, je ne veux plus de cette Europe qui m'enferme dans un camp de rationalisme. Je suis un nègre, mais je peux être sauvé. Et puis non, il n'est pas sauvé, il arrête tout, il stoppe. Sauf que Césaire, c'est Rimbaud avec un pays. C'est Rimbaud qui arrive, c'est Rimbaud qui accepte, c'est Rimbaud qui n'est pas dans le refus. C'est Rimbaud qui dit non, non, il y a un nous dont il faut s'occuper. Il y a un peuple, il y a des gens. Donc non, non, il faut que je revienne, moi, Rimbaud, pour que ma littérature serve à l'émancipation. C'est-à-dire, il faut additionner Victor Hugo et Arthur Rimbaud. Mais c'est ça, il est Césaire. Il faut additionner Victor Hugo et Arthur. Il faut additionner le romantisme. Levez-vous, orage désiré. Ben, c'est ce qu'il avait avec sa pirogue tous les jours en la regardant. Vous voyez, le déchaînement de la nature. On connaît hein, les cyclones, la beauté du monde où j'ai la jouissance, par exemple, avec le paysage amoureux comme Paul et Virginie. On a ça tous les jours. Les fleurs, pas de problème. Donc, il y a un bagage. Et à ce moment-là, il faut une seule chose, il faut décider d'y aller, il faut décider d'écrire, il faut décider de libérer la langue. Et Césaire a une révolte. Parce que ces aînés qui disent il ne faut pas parler du peuple, il ne faut pas parler des Noirs, il ne faut pas parler des musiques paysannes, parce que tout ça c'est sauvage, c'est africain, c'est des résidus. Et lui, il débarque boursier à Fort-de-France, et il n'y a que ça autour de lui, des gens bien propres, en blanc, avec des beaux shorts, un peu comme dans le film La Ricase Nègre, sans doute que certains ont vu. Et nous, une fois qu'on passe le collège, le lycée, alors là c'est fini, plus de sauvagerie. On est élevé à la dure, parce qu'il faut émanciper. Il faut émanciper, c'est-à-dire il faut blanchir, il faut européaniser, il faut assimiler, qui était le terme qui a été employé jusqu'à la génération des Césaire, on appelait ça l'assimilation. Césaire ne veut pas de ça, parce qu'il y a quand même une fidélité à la réalité qu'il a connue, lui, comme petit garçon allant dans les champs, dans le nord, etc., avec la nature, avec le monde, avec les fruits. Et donc il dit, ben non, j'ai avec Césaire, vous pouvez vous imaginer le nombre de poèmes qu'il a dans les 10 premières années de son écriture, jetés et déchirés. Grâce à sa femme, Suzanne Césaire, à qui il faut rendre grand hommage, un jour il s'est dit, bon, j'achète un cahier. Un cahier, ça veut dire, je n'ai pas le droit de déchirer les pages. Sur la feuille,
poubelle. Cahier de retour au pays natal, c'est l'effort pour se dire je vais me désaliéner et en utilisant ce qui sert aux autres à s'aliéner, c'est-à-dire cette poésie de copie, cette poésie de décalcomanie, comme disait sa femme, nous allons faire de la littérature bambou contre la littérature doudou. Vous voyez? Et c'est elle qui a porté tout ça. Vous dites, bon, nous sommes maintenant à Paris, dans les années 30, c'est une bande de jeunes gens. Je vous ai dit au début, 4 continents pour faire une il faut les trouver. Ils sont bien là dans le sang. Et donc il y a un travail culturel, mais vous ne pouvez pas vous imaginer les nuits, les journées, où ces gens vont apprendre l'Inde, à Rabindranath Tagore, la philosophie allemande. C'est eux qui la font revenir là, vers les années 30, juste avant la guerre. Il y avait des numéros des cahiers du Sud sur la philosophie allemande qui n'était pas d'un rationalisme français. Mais eux, Senghor, tous ces gens-là qui venaient d'Afrique, qui avaient des philosophies anciennes, mais pas la colonisation. Quand Césaire rencontre Senghor, Senghor ne lui apprend pas la situation coloniale de l'Afrique, il lui parle des savoirs antiques, de l'histoire ancienne, qu'aucun Antillais n'a jamais entendu avant cette époque-là. Il ne faut pas oublier que l'Afrique, on ne sait pas ce que c'est, on n'est pas retourné, personne n'y est venu, sauf les derniers esclaves, c'est l'inconnu total. On connaît mieux l'Europe. Et Césaire, le premier jour où il débarque lycéen avec une bourse, là encore, donc au lycée Louis le Grand, parce qu'il était le premier brillant, etc. Il arrive un peu avant, à cause du bateau qui est arrivé, donc avant la rentrée, il va s'inscrire au lycée Louis le Grand, il traverse la cour, et en face de lui, il y a un noir. Vous voyez, il arrive en France pour voir le monde blanc, en face de lui, il y a un noir. Mais imaginez bien, c'est le premier Africain de sa vie. Vous voyez, nous, ben voilà, au XXe siècle, on est aujourd'hui, la télé, c'est le premier Africain de sa vie. Et Senghor dit, mais qui es-tu, toi? Il dit, ben voilà, je m'appelle Aimé Césaire, je m'inscris. Ah bon? Ah ben tu seras mon bisu, lui dit Senghor. Et est née une amitié qui a beaucoup changé, je dis presque, l'histoire de la décolonisation. Parce qu'il y a eu cette rencontre entre une réalité profonde d'une Afrique qu'on ne connaissait pas. L'Afrique, pour Aimé Césaire, c'était les sauvages. Jusqu'à ma génération, c'était Tintin au Congo. Et ça nous faisait bien rire. Parce que nous, on est bien, nous, on est civilisés, etc. Vous avez vu l'Afrique. On ne sait même pas qu'on venait de là, quelque part. Vous voyez, par la peau, mais c'est juste... Oui, c'est la seule preuve. Vous voyez? Et il faut imaginer la rage de dire « Jamais je ferai ça ». Mais ça veut dire « Je ne ferai rien ». J'écris pas. Parce qu'avec cette langue, avec toute cette idéologie derrière, avec les aînés qui nous disent « Je veux que tu copies et que tu sois comme un petit blanc de France et que je ne veux pas voir d'exemple de choses de la nature antillaise dans ta rédaction », comment exprimer une réalité? Il fallait partir. Partir. J'arriverai lycée jeune dans ce pays mien et je dirais à ce pays « Le limon entre dans la composition de ma chair. Ma bouche sera la bouche des malheurs qui n'ont point de bouche. Ma voix, la liberté de celles qui s'aliènent au cachot du désespoir. Et si je ne sais que parler, c'est pour vous que je parlerai. » Ça y est. Il a compris qu'il avait un peuple, qu'il avait des gens à qui parler, qu'il avait une mission. Comme je dis, c'est comme si Raymond disait, non, il faut que je retourne avec la commune, que je retourne avec la révolution, que je retourne vers le peuple. Et quelque part alors, avec cette liberté totale, je répète, comme nous disait cette phrase de Sartre, le livre ne sert pas ta liberté, il la requiert. Il faut que tu sois libre pour lire et libre pour écrire. Or, quand on est prisonnier totalement, et alors ça c'est le dernier miracle de cette... attention à Dieu, c'est le dernier miracle de cet acharnement à la poésie et à la création, c'est que le point le plus ultime de la liberté d'une langue, c'est bien la dimension créatrice, c'est-à-dire le roman, le conte, la poésie. Quel est le point le plus ultime de la parole? C'est le chant. Nous savons tous que nous avons des dizaines de muscles là, dans la bouche pour prononcer tous ces sons de notre langue, mais que il y a à peu près 50% dont on a besoin pour faire ce que je suis en train de faire là, parler. Mais par contre, chanter. Aller dans l'aigu, aller dans le grave, on sait très bien, on s'entraîne, on voit bien ceux qui chantent. C'est beaucoup plus dur. Ça va beaucoup plus loin, ça demande plus de muscles, plus d'efforts, ça demande
de vaincre la loi de cette bouche et de ces muscles pour aller vers quelque chose où on va être dans l'admiration de jusqu'où peut monter ce construit, etc. C'est génial, quel travail il faut. Autrement dit, c'est l'extrême de la liberté. Et évidemment, dans la danse, garder ce contact permanent avec la terre, dans une terre étrangère, dans une terre immigrée, dans une terre de déportation, et dire, il faut tout de suite que nous dansions pour nous tirer d'affaire. Parce que c'est la danse, le pied, qui nous fait le contact avec la terre-mère. Et donc on a commencé par ça. Parce que même enchaîné, vous pouvez danser. Et donc les arts du corps, les arts de profération, donc le chant, la bouche, le poème, le conte et la danse, même avec 1 mètre de chaîne au pied, on peut faire ça, ont été à l'initiative de la libération et de la résistance. C'était à la fois, c'était génial, le moyen et la fin. C'est-à-dire, au fond, la grande question pour Césaire, mais pourquoi veut-on être libre? Pourquoi ne pas accepter l'esclavage? Veut-on les nourrir, loger? Et voilà. Il y a même des thèses un peu de droite dans les années de l'avant-guerre pour un peu dédouaner l'esclavage et la responsabilité européenne qui disait que l'esclave était mieux nourri que le serf, mieux nourri que celui qui était, d'ailleurs il y avait une jacquerie, parce qu'on mourrait de faim en France, en Europe, et on ne meurt pas de faim dans la plantation. Donc c'est pour dire que ce n'est pas une question de nourriture, c'est une question, l'homme veut être libre. Alors là, c'est la dernière grande découverte. On a découvert l'Amérique, oui, mais il y a une chose qu'on a découvert grâce à l'Amérique, c'est que vous mettez l'homme nu, et c'est là qu'il devient l'instrument le plus fort de la liberté. Je vous parlais de cet esclave à qui on fait perdre dans les 2 mois de la traversée tout ce qu'il peut avoir de culture. C'est-à-dire sa langue, comme ça, il devient un objet. Bon, nous en revenons à ce que je disais au début, il revient à l'élémentaire. Et cet élémentaire, il va pouvoir l'exprimer, non pas en se référant au passé, qui n'existe pas, auquel il n'a pas accès, mais en inventant du futur. On prend un violon, on le mélange avec le tambour africain, ça ne s'est jamais fait. Alors on va essayer. Et comme ça, on fait le métissage, on fait la créolisation. On invente même une langue, la langue créole. Je répète, c'est une langue qui a été inventée par les Français et par les Africains. Alors qu'on disposait de plus d'une 50aine de langues dans l'île. Toutes les langues africaines étaient là. Le français était là. Non, le maître français n'a pas dit « je vous interdis de parler vos langues africaines et vous allez tous parler français ». C'est ce que font les maîtres. Ils imposent leur langue. C'est ce qu'ont fait les Anglais et les Espagnols. Et les Français ont inventé une langue commune avec les esclaves. Et alors là, c'est la particularité française. Il y a un secret derrière. C'est tout simplement que les Français étaient déjà créoles. Les Français n'avaient pas, ça peut surprendre, une langue dominante à imposer. Parce que nous, on a oublié ça. On dit, ben oui, on impose le français, l'anglais, non, quel français? Le français n'était parlé que dans la loi. Il n'était pas parlé par le breton, par le petit noble béarnais qui partait aux îles Cadets, qu'on envoyait aux îles. Il n'était pas parlé par le paysan d'Auvergne. Et sur les bateaux de la traversée, avec ceux qui partaient avec le contrat de 3 ans, les capitaines étaient, nous avons de graves problèmes avec toute cette population qui ne se comprend pas. Et lui, il parle espagnol, portugais et anglais assez majoritairement dans l'immigration de ces pays. On voit le résultat. Tout le nord Amérique parle anglais, tout le sud parle espagnol et portugais au Brésil, et au milieu, la Caraïbe française, Haïti, Guadeloupe, Martinique, Guyane, 2 langues en même temps, dont une inventée collectivement. C'est ça la créolisation, c'est ça Césaire. Et donc on se dit, mais alors, cette langue française, qu'est-ce qu'elle est? Mais ça étonne, mais c'est la langue de la liberté. Ah, comment? Mais parce qu'elle n'est pas parlée par les maîtres. Et là, ça devient limpide. Mais elle n'est pas la langue de la plantation. Le foin est devenu en créole. Mais où est le français? Ah, c'est quand on rentre chez le maître, le même qu'on entendait là, le clavecin, on voit les livres. Le livre ne sert pas à ma liberté, il la requiert. Donc, je vois le livre,
On m'a appris à lire parce qu'il fallait que je sois, vous voyez, pour l'usage du maître. On a appris à lire, notamment aux filles. Et là, c'est aussi une petite parenthèse. L'émancipation culturelle est passée essentiellement par les femmes. Et quand vous regardez nos pays, il y a beaucoup de femmes écrivaines. Donc pour ma Guadeloupe, c'est Montrose Barthes, Marie Scondé, Gisèle Pineau. Vous prenez les États-Unis, on entend parler de Toni Morrison, Paul Marshall. Les premiers textes poétiques qu'on ait, ce sont des femmes. Et pourquoi elles étaient là dans la maison, encore une fois, comme chez Molière. Puis après, ben, elles montaient dans leur soupente parce qu'elles n'allaient pas, elles avaient droit à être dans la maison. Et puis elles écrivaient des poèmes sur la nostalgie et la douleur de leurs frères, romantiques. Et puis des poèmes sur l'espérance de la liberté. Voilà, ça a commencé comme ça. Et en quelle langue? Quelle idée? Ben, forcément en français. En quoi voulez-vous qu'elle écrive? La langue des livres. Autrement dit, le livre est un outil de libération de l'esclave contre le maître, le livre qui est dans la bibliothèque du maître. Et que l'émancipation consistait à prendre, encore une fois, ces armes miraculeuses, c'est Césaire qui nous le dit, pour pouvoir exprimer les choses, exprimer, encore une fois, la liberté. Là-haut, dans la maison même du maître, se préparaient toutes les armes de cette résistance. Donc, le corps, d'abord, danse, chant, conte, etc. Oralité, l'oralité est liberté chez nous. Il n'y a pas d'oralité qui représente quelque chose qui est du côté de l'oppression. Il n'y a pas de chant comme ça. Ah, c'est encore une phrase de ça, dans le même, à côté sur le livre, il disait, mais oui, vous allez dire, c'est pas possible. Il n'existe pas de beaux poèmes nazis. C'est après la guerre, il a écrit 148, il est dans le même livre. Il dit, en théorie, oui. Montrez-moi. Non, il n'y en a pas. Mais pourquoi? Parce que, et c'est là qu'il ajoute, c'est normal, le livre ne sert pas ma liberté, il la requiert. Donc je ne peux pas à la fois vouloir emprisonner quelqu'un et le libérer en lui donnant des outils qui sont libérateurs. C'est-à-dire, et c'est pour ça que souvent dans les prisons, il y a interdit de parler, interdit de chanter, interdit de lire. C'est ça les punitions. Et on sait très bien que dans la prison, si un chant s'élève, c'est forcément de l'espérance, même si ce chant de désespoir. C'est comme ça qu'on a inventé le blues. On a inventé nos musiques de nostalgie, la morna, la musique brésilienne, les musiques de ces Antilles qui sont « je suis seul, personne ne m'aime, je suis seul au monde, je ne suis pas chez moi, j'ai pas d'endroit ». Mais le fait même de le chanter, c'est déjà le dépassement de l'horreur, c'est-à-dire ce que j'appelle, on est passé du cri au silence et du silence au chant. On est passé de la chaîne à la danse, pas à la marche. La marche, ce n'est pas suffisant quand on a été enchaîné. Il faut libérer la marche, et la marche, eh bien, c'est toucher le plafond dans le mouvement de danse. Et chez nous, il y a une synthèse dans les danses antillaises, comme il y a une synthèse dans la poésie de Césaire, entre la dimension africaine, c'est-à-dire garder le contact avec la terre, pas de musique sans danse, et en même temps, la dimension occidentale de la danse, c'est-à-dire imiter les oiseaux, essayer de jeter la pesanteur aux orties en essayant de monter dans le pas de Dieu le plus haut possible, et on est devenu un oiseau aérien. Et l'homme, c'est le plus haut qu'il puisse faire avec son corps. Et là encore, vous voyez, la créolisation, c'est l'addition des deux. Donc la dimension créole, du créole comme langue, elle est dans toutes les pages de Césaire. Il n'a donc pas besoin d'écrire en créole pour être créole. Et en même temps, il a une langue qui est la langue libératrice de culture, parce qu'elle n'est pas la langue de l'oppresseur, elle est même la langue de la justice. Vous savez que l'esclave pouvait porter plainte contre le maître s'il avait coupé la main au lieu du doigt, s'il s'était échappé une seule fois. C'était jugé en français. Et oui, la loi, la règle, le gouverneur, en face de quoi? La liberté totale du colon qui voulait être 100 fois dit loi dans la plantation. Et ça vous explique, la créolisation, c'est une dialectique, comme celle pour le piano, pour le violon, etc., entre ce que je vais choisir dans le monde d'oppression qui va être un outil, encore une fois, l'arme miraculeuse de la libération. Mais voilà, Césaire, c'est ça. Césaire, c'est voilà, cette ville plate étalée et tout ça. Je lis une chose, par exemple, tenez, André, nous sommes pendant la guerre. Voilà, hein, 1939-1945. Les Antilles, c'est loin, Hitler, c'est pas où c'est, pas de problème. Et non, on part. Il y a ce qu'on appelle la dissidence, dont on a beaucoup parlé justement cette année, où au 14 juillet, par exemple, dans certaines expositions, on a découvert que les Antilles étaient parties en résistance très très tôt. Ah, pourquoi? Ah ben oui, parce qu'on avait le fascisme tropical. Le gouverneur était pompétain, il a choisi évidemment
ce parti. Et ça veut dire quoi pour Pétain dans une colonie? Ah, ben voilà, on est libre. Ah, ben maintenant, on peut faire ce qu'on veut. Et donc, par exemple, on réunit les mers noires, 1939, 40, et on réunit les maires, pardon, de la Martinique, et on destitue les maires de couleur noire, on les remplace par des maîtres d'origine béquille. Ah bon? Ça recommence. Oui. Et donc, très logiquement, nous sommes de ceux qui disaient non à l'ombre, et le jeune Aimé Césaire et sa femme, il ne faut jamais oublier, ils viennent de rentrer, ils ont 24 ans, 25 ans, ils viennent de reprendre le bateau de 39 pour quitter, après leurs études, et aller au lycée, et puis ils tombent dans un pays, ben voilà, on a fait venir un gouverneur, l'amiral Robert, parce que la France s'est dit, attention, l'Amérique, alliée, l'Angleterre, les alliés, il faut qu'on protège nos colonies, c'est une base avancée, donc on envoie la flotte française, la marine française après Mercel-Quéville était réfugiée aux Antilles, l'ordre de la Banque de France était à Fort-de-France, et il y avait des milliers de soldats qui étaient là comme une armée d'occupation. Alors, ben, les Antillais, c'était secondaire, c'était une base. C'est une base française avancée de quoi? De Pétain et de l'Allemagne, devant les États-Unis. Ils ont failli envahir, et donc il y a eu un accord qui était, bon, on ne touche pas, mais vous restez là. Donc nous étions dans une situation totale d'occupation. C'est ça le jeune Césaire, qui a osé écrire sur le cahier du retour au pays natal, 1939, juste avant de partir. Sa femme, tu achètes un cahier, il est interdit de déchirer. Et c'est comme ça que la désaliénation se fait, cette ville plate, étalée, cette foule qui ne sait pas faire foule, etc., se termine dans ce mouvement ascensionnel dont je vous parlais, et nous sommes debout à la barre, debout debout à la boussole, plus inattendument debout sous le soleil, debout sous les étoiles, debout et libre. Ça, c'est le mouvement. On débarque avec ça. On va changer le monde, ma bouche sera la bouche des malheurs qui n'ont pas de bouche. On tombe sur le fascisme, sur le nazisme, sur l'occupation. Les profs, l'ami prof de philo, les ménils, on dit interdit de parler de personne et autres, c'est les juifs. On arrête les francs-maçons, on arrête les communistes, ils étaient très peu nombreux encore. C'est l'oppression la plus grande. Césaire et sa femme, ils sont là. Qu'est-ce qu'on fait? On se croise les bras? Non. Il est temps de se ceindre les reins comme un vaillant homme. C'était écrit dans le cahier du retour au pays natal avant de partir. Il a écrit à 22 ans, ça. Et puis il disait partir, nous sommes toujours à Paris, hein, nous revoyons bien la scène. Qui suis-je? Je suis un homme juif. Je suis un homme pogrom. Je suis un homme de Harlem qui ne vote pas. Je suis un homme hindou de Calcutta. Alors déjà, qu'il est antillais, qu'il ne sait pas qui il est, que sa bourgeoisie essaie de l'aliéner en lui disant on est comme les blancs, il ne faut pas qu'on voit qu'on soit noir. Le peuple, c'est des sauvages. Il débat, il cherche qui il est, et au lieu de dire ah, ça y est, je me suis trouvé, au moins je suis un petit Martiniquais. Il dit moi, je suis le monde, je suis hindou, je suis juif. Juif et pogrom, il n'a pas écrit ça en 40 hein, ou 43, en sachant. Il a écrit avant, déjà. Au moment où Hitler commençait. Vous voyez? Et c'est comme ça qu'il définit voilà qui je suis, moi. Autrement dit, les 4 continents qui font l'île ressortent dans l'identité. Je vous dis, il disait Rabbi Bernat Tagore, c'est là que, ah oui, je suis un homme hindou de Calcutta, je suis un paria, etc. Et toute sa génération est une génération universaliste. À la fois dans leur sang, c'est de là qu'ils viennent, et à la fois dans l'expression d'une solidarité générale, parce qu'on ne va pas s'en sortir tout seul. Et voilà que la petite Martinique part en guerre contre Hitler. Et il y a même un symbole à Haïti. Hein, là aussi, Hitler ne savait pas où c'était, ça ne l'intéressait pas. Eh bien, Haïti est le premier pays qui a déclaré la guerre à l'Allemagne en Amérique. Avant les États-Unis, qui, comme vous le savez, ont attendu Pearl Harbor pour déclarer définitivement la guerre. Haïti a peut-être le bateau ou le demi-avion, un coucou. Haïti a déclaré officiellement la guerre à l'Allemagne. Mais vous comprenez, ça qui nous fait sourire quelque part, manifeste profondément le sens de la poésie et du travail d'Aimé Césaire. Le monde entier nous appartient. Vous savez à qui il dit ça? À André Breton, André Masson, Claude Lévi-Strauss, tout un tas d'intellectuels qui ont pris un bateau à Marseille en 1941. C'était des gens en grand danger. Et vous savez qu'il y a eu des American Committee, Rescue Committee, pour sauver des intellectuels, des artistes, des peintres, des Allemands, des réfugiés espagnols, les surréalistes français, les peintres, André Breton, des intellectuels juifs, Claude Lévi-Strauss.
Tous ces gens-là sont sur un bateau qui s'appelle le capitaine Paul Lemerle, parce qu'on prend le premier bateau qui passe. Il a 15 cabines, ils étaient 300 sur le bateau, ils dormaient sous les ponts, les hommes de côté, les femmes de l'autre, André Breton, tous ces gens-là. Et puis, ce premier bateau, là, il débarque où? À Fort-de-France. Parce qu'ils allaient à New York, bien sûr. Mais on ne va pas attendre le bateau de New York. On prend le premier bateau, on traverse, puis après on verra. Et ben, on verra, ça veut dire qu'ils sont restés 3 semaines à Fort-de-France. Et il s'est passé une rencontre qui a vraiment changé beaucoup, je ne veux dire presque le monde, hein, dans cette histoire-là, de ces intellectuels européens fuyant la destruction de l'Europe, la destruction de leur peuple, de leur culture, de leur pays, de leur diversité. Hitler, je veux voir qu'une seule race, qu'une seule tête, qu'une seule langue, qu'un seul chef, etc. Et il débarque où? En Amérique. En Amérique, il découvre quoi? Eh bien oui, c'est on peut dire ça, la réalité de ce métissage. Monsieur André Breton est emprisonné quand ils arrivent tous, puisqu'ils arrivent dans un pays fasciste. Vous vous rendez compte, ils fuient Marseille, où Breton avait été arrêté, on avait interdit son livre, et puis ils fuyaient vers l'Amérique. Ils arrivent où? C'est la liberté. Et puis ils débarquent, il y avait des gendarmes, il y avait tout ça, français, qui étaient, nous étions dans une enclave pétainiste, fasciste. Et donc Lévi-Strauss, on le met à côté, juif, et puis on les met dans un camp, et puis André Breton se plaint en disant, mais nous ne sommes pas prisonniers, je suis français, j'ai une carte d'identité, j'étais soldat, j'ai été démobilisé, vous n'avez aucune raison de m'arrêter. Alors on leur donne l'autorisation d'aller à Fort-de-France à condition de rentrer au camp à 5 heures, etc. Breton est avec sa petite fille de 5 ans et sa femme Jacqueline Lambert, et il a besoin d'acheter dans une mercerie un ruban pour la petite fille. Il rentre dans cette mercerie, il demande son ruban, et puis voilà. Il voit sur le côté d'une petite revue, ce qui fait la moitié, le tiers de ça, qui est posé comme ça. Il jette un regard distrait, parce que ça veut dire, c'est peut-être un poète local, vous imaginez, dans un endroit fasciste, où il y a la censure, où il y a tout ça, c'est écrit tropique, avec un S. Alors il le prend, c'est lui qui raconte. Hein. Le nerf presque, qu'est-ce que ça va être, tropique. Et puis il lit ceci. Terre muette et stérile, c'est de la nôtre que je parle. Et mon ouïe mesure par la Caraïbe l'effrayant silence de l'homme. Europe, Afrique, Asie, j'entends hurler l'acier, le tam-tam parmi la brousse, le temple prier parmi les bagnants, et je sais que c'est l'homme qui parle. Encore et toujours. Et j'écoute. Mais ici, l'atrophiement monstrueux de la voix, le séculaire accablement, le prodigieux mutisme, point de vie, point d'art, point de poésie, point de civilisation, la vraie, je veux dire cette projection de l'homme sur le monde, ce modelage du monde par l'homme, cette frappe de l'univers à l'effigie de l'homme, une mort plus affreuse que la mort où dérive les vivants. Et les sciences ailleurs progressent, et les philosophies ailleurs se renouvellent, et les esthétiques ailleurs se remplacent, et vainement sur cette terre nôtre, la main sème des graines. Point de vie, point d'art, point de poésie, pas un germe, pas une pousse, ou bien la lèpre hideuse des contrefaçons. En vérité, terre stérile et muette. André Breton lit ça. Page 1, oui, présentation. Et vous voyez tout ce que je disais, le monde vit. Et puis là, nous sommes dans ce pays d'aliénation, de silence, etc. Il tourne la page, mais il n'a plus le temps de parasiter le monde. C'est de le sauver qu'il s'agit. Il est temps de se ceindre les reins comme un vaillant homme. Citation du cahier de retour au pays natal. Alors, page 6, préface. Où que nous regardions, l'ombre gagne. L'un après l'autre, les foyers s'éteignent. Le cercle d'ombre se resserre parmi des cris d'hommes et des hurlements de fauves. Pourtant, nous sommes de ceux qui disent non à l'ombre. Nous savons que le salut du monde dépend de nous aussi. Que la terre a besoin de n'importe lesquels d'entre ses fils les plus humbles. L'ombre gagne, mais tout l'espoir n'est pas de trop pour regarder le siècle en face. Les hommes de bonne volonté feront au monde une nouvelle lumière. Signé Aimé Césaire. Alors, vous imaginez la tête d'André Breton. Nous sommes encore une fois dans le monde fasciste. Ils sont sous surveillance, il y a des espions partout. Ils voient une petite revue dans une mercerie. Et c'est ça qu'il lit, encore une fois. Il n'en est jamais revenu en quelque sorte. Qu'est-ce que c'est que cet élan? Qu'est-ce que c'est que cette prophétie? Qu'est-ce que c'est que cet homme qui est en train de nous décrire le monde dans la plus grande dérédiction, page 1? Ça nous rappelle quelque chose. C'est nazi, c'est ce qu'on est en train de fuir. C'est une Europe qui a été au plus pire
de l'oppression qu'elle peut aller, avec des moyens techniques et tout, qui vont peut-être aboutir à faire sauter le monde. Et puis voilà que page 2, on dit non mais nous sommes de ceux qui en ont, le monde a besoin de nous tous, les plus petits de ses enfants, et que voilà, moi, petit Martiniquais, professeur de français au lycée, je vais sauver le monde. Et plus de 10 000 Martiniquais sont partis, ce qu'on appelle en dissidence, en résistance. Pourquoi dissidence? Parce que tout simplement, ça c'est une dimension qu'il est très important de comprendre par rapport à ce que je disais sur l'insularité. Nous vivons une fausse insularité dans la Caraïbe. Vous savez pourquoi? Parce que de chaque île de la Caraïbe, vous voyez une ou deux ou trois ou quatre autres îles. Autrement dit, notre conscience est une conscience d'archipel. C'est-à-dire une conscience de passage, de relation. C'est ce que Édouard Glissant appelle la poétique de la relation. Eh bien, si on est contre Hitler, on prend un canot et on va à Sainte-Lucie. Si on est en Guadeloupe, on va à la Dominique. Et là, on trouve qui? On a les amis, la France libre, l'Angleterre, et qui accueille. Et de là, on vous emmène en avion dans le New Jersey et on fabrique des bataillons antillais de la France libre. Bataillons de Free French. Avec ces petits jeunes gens, certains sont des béquets, c'est-à-dire des enfants de blancs riches qui pilotent des avions. Certains, la majorité, ce sont évidemment des Noirs, ce sont les PC, c'est les Antilles. En route pour libérer le monde. Et vous savez que ces bataillons tiennent de la France qui sont présents, et vous voyez ce que dit Césaire, hein, ces jeunes gens-là, lui, sa femme, les autres, au milieu, je répète, de l'oppression et de la censure, ils ont porté le texte à la censure. C'est pour ça que votre dit, oulala, qu'est-ce que ça va être? C'est une feuille pétainiste. Mais la censure n'a rien compris parce que voilà, c'est des jeunes surréalistes. Ils font des poèmes que personne ne comprend. Vous voyez? Inutile de briser contre vos têtes vos faces de tréponème pâle. Vos faces de tréponème pâle, le capitaine de la censure, ça c'est des mots, ça voulait dire, ça c'est la syphilis. C'était pour parler, parce que les marins défilaient en blanc, donc c'était vos faces toutes de blanc vêtues et contre lesquelles nous allons résister. Mais les censeurs ont laissé passer 3 ans la revue Tropique. Donc c'était le numéro 1, parce que je ne vous ai pas dit que ça faisait 8 jours que la revue était parue. Vous voyez, à 8 jours près. Et ils découvrent quoi? Ben, la résistance. À la fois intellectuelle, poétique, mais réelle aussi, puisque ces bataillons antillais de la France Libre Free French, ce sont eux qui vont débarquer ensuite par les bateaux américains en Afrique du Nord et faire la campagne d'Italie pour la remonter avec Leclerc jusqu'à la libération de Strasbourg a été libérée par les bataillons antillais de la France Libre, avec d'ailleurs quelqu'un qui va devenir célèbre par ailleurs, qui était un jeune homme de 17 ans qui s'appelait Frantz Fanon. Et qui est devenu le Frantz Fanon qu'on connaît dans les 50 ans de sa mort en décembre dernier, et qui est devenu un héros, là encore, de la libération de l'Algérie, parce que, allant comme élève de Césaire, allant comme psychiatre en Algérie, il dit, moi, je suis martiniquais noir, et puis ces gens-là sont des Arabes blancs d'Afrique du Nord, je n'ai rien à voir avec eux. Non. Le monde a besoin de nous aussi, nous sommes de ceux qui ont. Moi, je suis arabe, je suis noir, je suis hindou, je suis juif. C'est écrit dans la poésie, c'est écrit dans l'existence elle-même, et en plus c'est enraciné par ces origines mêmes qui font, encore une fois, que ces 4 continents qui font une île ressortent chaque fois qu'il s'agit, au fond, d'être dans une posture de désaliénation de soi. L'aliénation, ça consisterait à dire, ben, on est des Noirs, hein, on est Africains. Jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens qui disent ça. Mais vous êtes Africains, vous regardez, vous êtes Noirs. Non, on a fabriqué l'Amérique. Mais vous êtes Européens, vous êtes aliénés, M. Césaire, vous écrivez en français. Alors, non, j'écris pas en français, j'écris en poésie. Et la poésie dépasse évidemment toute langue, comme la grande poétesse Marina Tsvetaeva disait, j'écris pas en russe, j'écris en poème. Et le poème consiste à dépasser ce que le russe essaie de m'opprimer avec sa loi, avec ses règles, avec tout ça. Et donc ça donne, et puis il faut peindre le pays. Qu'est-ce quoi le pays? Le désert nous appartient, le monde entier nous appartient, c'est ce qu'il y a eu dans un dialogue entre Aimé Césaire et André Breton quand il l'a amené dans une forêt qui s'appelle la forêt d'Absalon de Martinique. Et Breton a dit, mais est-ce que nous avons eu le droit? Exotisme, hein, le dialogue avec André Breton. Ah, le mot est lâché, on va nous taxer d'exotisme. L'autre répond, mais non, le monde entier nous appartient. Et comment un entier peut dire le monde entier nous appartient? Mais bien sûr, nous sommes l'enfant du monde. D'ailleurs, on m'a dénudé, on m'a empêché de savoir d'où je venais, mes ancêtres. Et la seule chose que je peux dire, je suis un terrien. Je suis sur Terre. Et quelque part alors, ça a chance. Alors je peux exprimer tout ce que... Je peux prendre la philosophie hindoue,
sans me dire tu copies. Je peux prendre les rythmes africains sans qu'on me dise tu les as volés. Et je peux prendre Mozart sans qu'on me dise t'es aliéné, regarde, c'est la musique du blanc. Je dis pas du tout. Encore une fois, ce que je fais avec. Et donc la poésie à ce moment-là prend non seulement ce que je vous dis au début, l'enracinement dans l'île. Césaire connaît tous les arbres de la Martinique. Mais ce n'est pas une blague. On dit c'est le Martiniquais parce qu'il avait ce besoin. Et par exemple, des fois en promenade, il montait. Disons, on va monter sur, vous savez où? C'est la colline où on voit les deux mers. C'est-à-dire, il y a un endroit en Martinique où on voit la mer Caraïbe et l'océan Atlantique. Juste un endroit comme ça, comme en Guadeloupe, du côté du volcan. Et donc, là, on respire, n'est-ce pas? Et la mer Caraïbe, c'est la mer intérieure que j'appelle, moi, la mère, la maman, qui a fabriqué les îles et qui nous offre l'accueil face aux horreurs, aux flèches qui viennent de l'océan. Vous voyez? Et bien, comme maître, ça c'est l'Atlantique, et comme une mer, ça c'est la mer Caraïbe. Et bien, vous voyez, Césaire dit, on va aller là. Et pareil, comme on va s'arrêter sous l'arbre 10 minutes, on a dit, allez, on respire. On regarde là, la Caraïbe, on regarde là, l'Atlantique. L'enfer, le paradis, le mélange, des choses comme ça. Donc ça donne quoi? Ça donne une poésie où dans chaque poème, pratiquement, vous avez la présence de la nature comme image élémentaire. On ne dit pas je suis triste, je suis gai, je suis joyeux, je suis amoureux. Non, on dit la lune, le soleil. Et donc le poème dit par exemple, n'y aurait-il dans le désert qu'une seule goutte d'eau qui rêve tout bas? Dans le désert, n'y aurait-il qu'une seule graine volante qui rêve tout haut? C'est assez. Désert, désert, j'endure ton défi, blanc à remplir sur la carte voyageuse du pollen. Désert, pollen, goutte d'eau, graine volante, avec la goutte et la graine, il suffit qu'elles se rencontrent, on fabrique, et oui, vous connaissez ça, les dalles de béton, il suffit qu'il y ait un interstice entre les dalles, et on voit les plantes qui sortent. Et on est heureux, ça pousse. Vous voyez, il n'y a pas d'eau, il n'y a rien, il n'y a pas de terre. Eh bien si. Eh bien l'île, c'est ça. La poésie, c'est ça. Césaire, c'est ça. Cette extrême fragilité, il dit, nous ne sommes rien, et pourtant, le monde a besoin de nous aussi. D'où ces poèmes de l'île. Je voudrais, pour finir, de lire ce qui résume tout ça. Par exemple, le cheminement, un des derniers textes, c'est comme une poésie paysanne, c'est une poésie d'enracinement, où tout doit passer par un élément de la nature qui exprime, puisque c'est la richesse que nous avons eue, c'est le trésor que nous a offert cette île. On est arrivé les mains nues, et on avait tout à disposition, à condition de savoir lire l'élémentaire, et non pas tout ce qui peut être traduit, trahi par d'autres choses qui ont été empêchées. On n'a plus de religion, ça fait rien, on synthétise toutes celles qui passent, religion Congo, religion chrétienne, etc. Il n'y a pas de langue, ça fait rien, on va mettre la liberté dans le français, dans le créole, qui est pourtant la langue de l'oppression. Là aussi, on aura des chants, des contes, et on va dire Jésus-Christ n'est jeudi pour libérer nos chaînes, et les maîtres regardent les soirées que se passaient avec les esclaves au moment de Noël. Ils chantent les cantiques qu'on leur a imposés, et on est très content parce que comme ça, ils sont dominés. Et c'était encore une fois de la résistance artistique et culturelle. Alors, parcours, dans les derniers textes. J'ai de ma salive étroite tenu liquide le sang, l'empêchant de se perdre aux squames oublieux. J'ai chevauché sur des mers incertaines, les dauphins mémorants, inattentifs à tout, sauf à recenser le récif, à bien marquer la mer. J'ai pour les choix des dieux réinventé les mots. Où j'ai pris pied, j'ai défoncé la friche, creusé le sillon, modelé l'ado, ça et là, piquant, bout blanc après bout blanc. Ô espérance, l'humble dégrat de ta bouture amère. Et ce poème qui définit le poète, qui il est, et qui est un qu'il avait écrit justement pour Saint-Gorbe, et où vous retrouvez tout cet enracinement, à la fois du pêcheur dans sa pirogue, du paysan, et toujours cette idée, enracinons, peu importe où, une seule goutte d'eau, une seule graine volante, il suffit qu'elle se rencontre, peu importe quelle frontière, quel endroit. Le pont de Liane, s'il s'écroule, c'est sur 100 000 oursins d'étoiles à croire qu'il n'en fallait pas une seule de moins pour harceler nos pas de bœufs porteurs et éclairer nos nuits. Il m'en souvient. Et dans l'écho déjà lointain, ce feulement en nous de félins très anciens. Alors, la solitude aura beau se lever d'entre les vieilles malédictions,
et prendre pied aux plages de la mémoire, parmi les bancs de sable qui surnagent et la divagation déchiquetée des îles, je n'aurais garde d'oublier la parole. Par la dune et les lignes, convoyeur de la sève et de la tendresse verte, inventeur du peuple et de son bourgeon, son guetteur d'Alizé, maître de sa parole. Tu dis, je redis, le diseur d'essentiel, le toujours à redire. Et voilà, comme au jour de jadis, l'honneur infatigable. Voilà, face au temps, un nouveau passage à découvrir, une nouvelle brèche à ouvrir dans l'opaque, dans le noir, dans le dur. Et voilà, une nouvelle gerbe de constellations à repérer pour la faim, pour la soif des oiseaux oubliés. De nouvelles haltes, de nouvelles sources. Et voilà, voilà, la patience paysanne des semences à forcer et l'entêtement d'une conjuration de racines. À fond de terre, à fond de cœur, à l'arraché du soleil, blason. Et quand Césaire est mort, avant sa mort, un mois, enfin pas un mois, au mois de janvier, il est mort en avril, bon, il avait acheté sa concession dans le nouveau cimetière de Fort-de-France, et donc on lui a demandé, bon, monsieur Césaire, qu'est-ce qu'on va mettre sur votre tombe? Quel poème vous voulez qu'on mette sur votre tombe? À ce moment-là, Césaire, il y avait c'était là, il y avait l'assistant qui dit, monsieur Césaire, c'est un peu gênant quand même, monsieur Césaire, parce que quand même il faut qu'on prépare. Il dit, mais mon poème? Monsieur Césaire, votre poème? Mais lequel vous avez écrit des centaines? Non, non, mon poème, calendrier lagunaire. Ah bon? Calendrier lagunaire. Bon. Alors, calendrier lagunaire, on l'a pris et ça a été porté chez le graveur. Et la dalle au-dessus de la tombe était grande un peu, voilà, un peu comme une des deux portes. Et donc, l'assistante revient 8 jours après. Le graveur a dit, il y a un problème, c'est trop long. Parce qu'en effet, le poème, il fait 3 pages. Et donc, monsieur Césaire, vous pouvez prendre simplement un extrait. Non, pas question, je veux tout mon poème. Ah bon, très bien. Et donc, sur la tombe de Césaire, il y a ce poème qu'il a souhaité mettre, et je vous lis simplement le début, qui définit en peu de mots quand on demande c'est qui Césaire, c'est qui cette poésie, mais c'est qui, comme je crois que c'est ce que je voulais dire, c'est une poésie universelle, c'est une poésie qui peut être celle de d'autres personnes, à la condition qu'on arrive encore une fois à chanter au lieu de crier, ou d'être silencieux. J'habite une blessure sacrée. J'habite des ancêtres imaginaires. J'habite un vouloir obscur. J'habite un long silence. J'habite une soif irrémédiable. J'habite un voyage de 1000 ans, j'habite une guerre de 300 ans. J'habite un culte désaffecté entre bulbes et cailleux. J'habite l'espace inexploité. J'habite du basalte, non une coulée, mais de la lave mascarée qui remonte la valeuse à toute allure. Je m'accommode de mon mieux de cet avatar, d'une version du paradis absurdement ratée. C'est bien pire que l'enfer. J'habite de temps en temps une de mes plaies. Chaque minute, je change d'appartement et toute paix m'effraie. Tourbillon de feu, assidie comme nul autre pour poussière de mondes égarés, ayant craché volcan des entrailles d'olive, je reste avec mes pains de mots et mes minerais secrets. J'habite donc une vaste pensée, mais le plus souvent je préfère me confiner dans la plus petite de mes idées. Ou bien j'habite une formule magique. Les seuls premiers mots, tout le reste étant oublié. Voilà. Merci.